Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Bonjour à tous, nous sommes vendredi 1er juin et c'est parti donc pour la dernière ligne droite avant les grandes vacances. Vous êtes en région forestière, vous nous écoutez à la radio depuis Lola Centre, depuis Beila, Yomu, Zérekore Centre, mais aussi depuis Macenta sur notre antenne régionale 99.7 Espace Forêt. Merci de nous rejoindre à la télévision. Vous êtes à l'international. Vous êtes sur les deux rives du fleuve Congo à Kinshasa et à Brazzaville. Vous nous regardez à la télévision tous les soirs. Vous avez accès à cette émission. Vous avez 3 possibilités pour réagir à cette émission. GG au 8037 si vous êtes abonné Orange, ou faites le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur la toile, sur notre site internet www.espacefmguinée.info, mais aussi sur Twitter #EspaceGG. Et le soir, vos réactions vont défiler à la télévision. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Bonjour à vous, Bassekou. Bonjour Abakar. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar. Antoine Kigbafori Kourouma, bonjour. Antoine Gweke Kourouma, bonjour. Bien. Pour commencer, la valse des passations se poursuit, Antoine. Aujourd'hui, attendu en fin de journée, la passation au ministère de l'Éducation. Et la question que l'on se pose, c'est vrai qu'on ne peut rien dire contre le décret du président de la République, mais c'est un changement de ministre qui intervient à 3 semaines du début des examens. La crainte aujourd'hui, est-ce que le nouvel entrant, est-ce qu'il va pouvoir maîtriser tout le dispositif, Antoine? Cette crainte, elle est légitime au regard de la proximité qu'il y a entre la prise de ce décret et les examens qui s'annoncent à grands pas. On l'a dit tantôt, bien avant que le président ne prenne le décret, nous craignons que ce ministre ne soit changé au profit d'un autre. Aujourd'hui, certes, il y a des cris par rapport à la nomination de Maurice Sangaré, mais ce qu'il faut dire, c'est que Maurice Sangaré, certes un ministre, mais c'est un manager qui va travailler avec des personnes qu'il a trouvées sur place, notamment... Comment c'est un manager? Qu'est-ce que tu sais de lui? C'est ce qu'on va se dire. Un ministre est censé être un bon manager. Donc, à sa venue, forcément, il devra collaborer avec des personnes qu'il a trouvées sur place, notamment le secrétaire général du département, qui est le technocrate, qui est pratiquement le cerveau de la boîte, et qui, pour moi, pourra l'aider à travailler. Et donc, nous, l'indispensable, si Kao Carré s'en va, c'est qu'on a trouvé utile qu'il parte et qu'il ne puisse plus continuer la mission pour laquelle il a été nommé. Certes, aujourd'hui, on voit qu'il y a un défilé pratiquement de VA à son domicile. On a comme l'impression que beaucoup ne veulent pas qu'il parte parce que, apparemment, il avait... réussi à changer tout de même le département. Il y a des remous en perspective, Antoine. Des remous, demain samedi, c'est vous qui le dites. Ça risque de barder. On va en venir. Pour le cas de Kao Carré, c'est... Akindia également. Oui, pour le cas de Kao Carré, c'était une éventualité. Il fallait qu'il parte. Comment il fallait qu'il parte? Il fallait qu'il parte au regard de quelques bourdes constatées, au regard de quelques défaillances constatées dans sa gestion. Qu'est-ce que tu appelles défaillance, bourde? Abakar, je oui, vais pas vous le rappeler parce que vous étiez là lorsqu'il y a eu des soucis avec ce ministre-là par rapport à la gestion de la crise dans le monde éducatif. Vous avez suivi ce qui s'est passé par rapport à ce que Kao Carré a eu à faire. Et donc, il y a eu beaucoup de cris par rapport à la gestion de ce ministre. J'estime que le fait qu'il parte n'est pas surprenant pour certains, mais ça l'est aussi pour beaucoup d'autres qui estiment que le fait qu'on soit à quelques jours des examens nationaux, ce n'était pas opportun que Kao Carré parte. Et donc, Maurice Sangaré qui arrive, on nous apprend que ce nouveau ministre est décrié du côté de l'abbé au regard de quelques couacs enregistrés à son passage en tant que iré et en tant qu'enseignant, parce qu'il a tenté de politiser l'éducation à l'abbé. Et donc c'est une récompense que fait le président en l'emmenant, chose contre laquelle je ne suis pas forcément, parce qu'il est important de mettre en valeur des cadres qu'on ne connaît pas. Il y a eu le cas c'est un militant.
C'est un militant de longue date du C'est RPG ce que je Arc-en-Ciel. dis. Quand on est militant, c'est aussi... Il a passé 20 ans à Pita en tant qu'instituteur ordinaire, mais aussi en tant que représentant du RPG Arc-en-Ciel. Quand on est militant actif d'un parti... Depuis l'époque du maquis. Oui, quand on est militant actif d'un parti politique et que par après qu'on est récompensé, ce n'est pas surprenant. Le président a quelques années... Ce n'est pas une politisation. Je ne trouve pas anormal qu'on récompense un militant qui s'est beaucoup battu pour le parti. Bien, merci. Donc le fait qu'on le nomme ministre, c'est vrai que ce qui est important, ce sont les compétences. C'est vrai qu'il est décrié par certains pour le fait que son niveau intellectuel est plus appréciable. Mais pour moi, s'il vient à quelques jours des examens, c'est important qu'on s'interroge sur ce qu'il aura apporté dans ce département. Bien, allez-y, Jacques Lewalenou. D'abord, la crainte, c'est qu'il y a que tout le dispositif ne s'écroule. Oui, mais bon, je pense que le cabinet ne bouge pas. C'est le ministre Kaokare qui part. Mais je crois à la réflexion, nous devons la pousser très loin. Parce que nous sommes d'accord quand même que tout comme Kaokare, Maurice Sangaré, c'est un militant. Et tout comme Kaokare, Maurice Sangaré est un instituteur. Donc ce sont des gens qu'on n'a pas pris forcément à raison de leurs compétences. Instituteurs à la base. Bien. On ne les a pas désignés parce qu'ils sont forcément compétents, mais parce qu'ils sont aussi des véritables militants. Et je crois que Maurice Sangaré faisait partie du dispositif parce qu'il était inspecteur régional de l'éducation et rien ne s'est fait sans ces inspecteurs régionaux, sans ces directeurs préfectoraux. Donc ils travaillent ensemble avec le département sur la façon dont les examens doivent être organisés. Je crois que rien n'est nouveau en la matière. Maintenant, pour Kaokare, comprenons une chose, ce qu'il a amené, c'est ce qu'il a enlevé. C'est-à-dire il est venu au lendemain de la grève de février 2017, alors c'est au lendemain de la grève de février 2018 qu'il est parti. Même si bien évidemment ça a coïncidé avec ces remaniements-là. C'est le même problème. Au fait, le même problème qu'il a amené, c'est le même problème qu'il a enlevé. Donc soyons d'accord sur ce principe-là. Maintenant, est-ce que ça peut créer des remous au sein du RPG Arc-en-Ciel? Je ne sais pas si les militants vont choisir, si vous voulez, un cadre politique. On va préférer un cadre politique par rapport à un autre. Le problème, nous, c'est le système éducatif lui-même qui nous regarde. Si l'année dernière, nous avons assisté à des examens qu'on a qualifiés de plus ou moins sérieux parce qu'il y a eu la rigueur, non seulement dans le déroulement des examens, mais également dans tout le processus qui a conduit à la correction et à la publication des résultats. Je crois on peut s'interroger, et la question elle est très légitime, est-ce que celui qui est là à la tête pourra prendre de bonnes décisions? Est-ce qu'il pourra accélérer les choses de manière à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de tricher ou de fraude, parce que voilà, la possibilité de frauder. L'année dernière, il y a eu beaucoup d'échecs. Maintenant, l'échec pour nous, je crois, nous étions en train de nous dire est-ce que c'est le nombre de redoublants qui doit compter ou la qualité des admis? Et moi, je pense que c'est la qualité des admis. Si on organise un examen au niveau du certificat, que nous ayons par exemple tous ceux qui franchissent comment on appelle ça, ce seuil-là de la 6e année puissent venir au collège en sachant lire correctement et écrire correctement. À mon avis, même s'il y a beaucoup de redoublants, il y aura peut-être à encourager ou disons à mettre de l'énergie au niveau de l'enseignement élémentaire pour améliorer le niveau des enseignants, mais également à encourager les enfants à venir massivement à l'école suivre les cours. Mais on ne se plaindra pas assez parce que ceux qui sont admis sont de qualité. Bien. Les grandes gueules. Maurice Sangaré, il a ce premier défi, réussir les examens nationaux. Oui, j'ai été l'un des animateurs ici et quand vous m'avez posé la question, est-ce que le ministre Kaokare devrait partir? Eh bien, je vous ai dit, il devrait partir parce que tout simplement, il y a eu une gestion catastrophique de la crise qui s'est déclarée dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire. La crise a eu raison finalement de lui et puis du ministre du Travail, Albert Damantan, vous le savez, parce que la gestion de la crise n'a pas été bonne et vous le savez, là où ça nous a conduit. Donc en réalité, c'est cette crise-là qui a emporté ces deux ministres. Oui, ces deux ministres, il faut être clair. Maintenant, on a appris beaucoup de choses en ce qui concerne le nouveau ministre qui est arrivé au niveau de l'éducation nationale. On a un peu appris en ce qui concerne son parcours, des quoi, comme Antoine le disait, au niveau de
des fonctions qu'il avait occupées du côté de l'Abbé, de tout ça, et de Mamou. Je pense que il faut que le président Alpha Condé, c'est mon point de vue, qu'on ne se mette pas dans la tête comme quoi l'éducation nationale est la chasse gardée du RPG Arc-en-Ciel. Il faut nommer, à mon avis, des cadres compétents qui peuvent faire la promotion du système éducatif en Guinée. Il y a des défis majeurs. Il y a une dégradation du niveau de l'apprenant aujourd'hui en Guinée qu'il faut corriger. Je pense que ce militantisme aujourd'hui au sein de l'administration, une administration politisée, c'est un gros défi qu'il faut changer. Il y a des départements ministériels aujourd'hui qu'on a complètement repartis entre le RPG Arc-en-Ciel et ces alliés qui sont venus. C'est normal, c'est le RPG qui est au pouvoir. Oui, mais que ce soit des cadres compétents, je suis d'accord, mais un cadre qui arrive déjà, dont on remet en cause, comme on n'appelle pas la capacité managériale, mais le niveau intellectuel. Le niveau intellectuel, avec tout ce qu'on a appris, je pense que ça pose un gros problème. C'est aussi au cadre, c'est aussi au niveau aussi du ministère aussi de la Santé, avec l'arrivée de Nyako Ilama. Ben, je suis surpris parce qu'il a été conduit au niveau du ministère, qu'on appelle des affaires étrangères. Des affaires étrangères. Ensuite du ministère, du même ministère de la Santé. Oui, du même ministère. Donc je ne sais pas pour quelle raison, pour quel calcul politique, je me demande, on va encore ramener un tel monsieur au niveau du ministère. Qui a été renvoyé par 2 fois du gouvernement. Parce que je précise qu'on peut tout dire, mais s'il y a un secteur quand même dans lequel aujourd'hui il y a eu un peu de résultats, il y a eu des réformes qu'on a engagées, c'est bien au niveau du ministère de la Santé, avec cette gouvernance centrale qu'on est en train d'instaurer au niveau du ministère de la Santé, avec les réformes qu'on était en train d'engager pour qu'il y ait un véritable audit au niveau du ministère de la Santé. Laisse-moi te dire, mais ce qui a fait partir le jeune Abdourahmane Diallo, c'est parce qu'il s'est attaqué au baron du système. Il s'est attaqué au grand frère de Balo qui est à la présidence, qui est chef de cabinet à la présidence. Son grand frère qui était son secrétaire général. Donc il y a 2 militants qui étaient son secrétaire général et son chef de cabinet qu'il a réussi à dégommer, et finalement c'est ce qui lui coûte son poste aujourd'hui. C'est ce que je vous dis. Je te dis des choses vraies comme ça. Mais nous avons une administration assez politisée qu'il faut changer. C'est dans ce cas, l'État fonctionne selon les humeurs des uns et des autres. Mais bien entendu, pour le cas Maurice Sangaré. Mais le président, il est pris en otage. Pour le cas Maurice Sangaré, je me rappelle que récemment on a appelé Ayatata, qui est député UFDG, qui était proviseur d'une école du côté de l'Abbé, mais elle était estomaquée d'apprendre que cet enseignant a été conduit comme ministre. Elle appelait à l'époque Tchouné, qui signifie les grandes gueules. Tocard, en termes de ce genre-là, parce qu'il avait à l'époque tenté de la muter comme, je crois, enseignante à l'intérieur du pays, c'est-à-dire de l'Abbé, on a voulu l'envoyer dans un village, une façon de la sanctionner, chose qui n'avait pas marché à l'époque, parce que les élèves avaient manifesté. Bien. Donc c'est important que l'on revienne sur ces dénonciations faites au niveau de ce ministre. On espère qu'il ne vient pas pour encore une fois politiser l'éducation guinéenne, parce que ça ne marchera pas. Il sera pire que Kaokare. Vous verrez. Allez-y. Quand vous prenez un militant que vous envoyez à la tête d'un département, attendez-vous à la politisation à outrance de ce département. Pour terminer, il faut que les mouvements de soutien, les mouvements de contestation, parce que je le dis, parce qu'on a été informé par exemple pour le cas de Oé Guilavogui, des gens qui sont venus nous voir ici. On en parle dans un instant. On en parle dans un instant. Mais avant, on s'intéresse à quelques passations de services. Au ministère de la Communication par exemple, ce discours du nouveau ministre, du nouvel entrant qui n'est pas passé inaperçu. Il y a aussi celui de Alpha Ibrahima Kera du côté du ministère de la Sécurité qui annonce la fin de la récréation. Antoine. Ce qui n'est pas surprenant parce que chaque ministre, pour convaincre, a forcément besoin de séduire. Et donc, pour le cas du nouveau ministre, le jeune Amara Somparé, on a senti des pics lancés à l'endroit de son prédécesseur. C'est-à-dire, à peine entré en fonction, il déclare ouvertement que désormais ce sera le dialogue. Il ne sera plus dans cette façon de gérer de façon bureaucratique, à ne pas aller s'enquérir des problèmes des travailleurs. Et donc, le ministre Amara Somparé veut désormais dialoguer avec les travailleurs et du service public et du service privé. Donc, pour moi... Et je pense que c'est important. En le faisant, il va se démarquer, mais totalement de son prédécesseur. C'est ton discours. Oui, attendons qu'il soit... Il faut qu'il annonce les couleurs quand même. C'est bien, mais tous ceux qui ont pris fonction, tous ceux qui ont pris fonction dans ce pays ont toujours fait des discours. Je crois en ce jeune. Oui, mais c'est bien de croire en lui, mais j'estime que Amara Somparé doit
faire en sorte que ce discours soit fait en acte concret. Et donc, s'il estime qu'il va désormais non seulement dialoguer ensuite... Je pense que c'est la première fois qu'on nomme un vrai ministre de la communication. Vous le pensez? Je le pense. Abakar, ce que tu fais, je suis libre de mes opinions. Tu prends des risques, Abakar. Oui. Tu prends des risques parce que Amara Sompare va te décevoir. Non. Il va te décevoir. Pas du tout. Parce qu'on est habitué à ces discours-là. Non, pas du tout. Lorsqu'un ministre vient nouvellement, je suis sûr pour convaincre, il a besoin forcément de dire ce que les gens veulent entendre. Bien. Et hier, avant-hier, on a suivi ces travailleurs de la RTG boulbiner avec des banderoles dans la salle de passation de services. Oui. Dire qu'il fallait qu'on fasse en sorte que leur service soit une priorité pour le ministre. Mais c'est ce qu'il va faire. Et ce qu'il va faire, il va se rendre aujourd'hui. À la RTG Boulbiner. On a passé hier un reportage sur la RTG Voilà un acte concret. À Espace Télévision. Voilà. Vous avez suivi. Bien. C'est ce que tu appelles l'acte. Vous avez suivi Aboubacar Diallo. Bien. Vous avez suivi l'État. Il faut agir. Je suis libre de mes opinions. Oui, mais ça, c'est pas un acte concret. Monsieur le ministre Sompare, la RTG Boulbiner est dans un état d'agonie totale. C'est une télévision qui ne marche plus. Toutes les salles, tous les studios sont cadenassés. Les gens ils vont pour passer le temps. On a entendu il y a des journalistes, des techniciens qui nous disent qu'ils y vont. Mais attendez, mais on connaît le diagnostic là. Attendez que je finisse. On connaît le diagnostic. Attendez que je finisse, Abakar. Ces journalistes et techniciens qu'on a écoutés hier disent qu'ils y vont pour discuter, pour causer de qui? De Cristiano Ronaldo, de Messi. Ils y vont pour parler de football et de politique. Parce qu'il n'y a rien à y faire. Et donc, Amara Sompare vient poser une question. pour apporter un changement. Je ne m'enflamme pas, mais c'est irritant. Mais le nouveau ministre, il vient se faire une idée précise du diagnostic et par la suite il verra quelle solution, quel remède de cheval, parce que la RTG Boulbiner a besoin d'un remède de cheval. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'Amara Sompare ne doit pas faire comme Makanera, ni comme... Non, mais il ne ressemble pas du tout. Il ne ressemble pas du tout. Bien, mais qu'il sort dans les discours. Allez-y, Les grandes gueules. Il est trop négatif. Quand vous dites que c'est pour une première fois que nous avons un véritable ministre de la communication, oui, c'est mon point de vue. Avec Alpha Condé, c'est ça? Oui, avec Alpha Condé. Sinon, par le passé, je précise, avec Alpha Condé. Avec Alpha Condé. Sinon, par le passé. Et c'est là quand même, il faut reconnaître. Non, ce n'est pas parce que on est forcément journaliste ou alors communicant qu'on peut être un bon ministre de la communication. Là, il faut que nous soyons d'accord là-dessus, parce qu'on a vu avec quelle énergie on est parti de Boulbiner à Koloma. Et ça, c'était avec Aboubacar Sylla. Désolé que je ne l'ai pas revu, même si, bien évidemment, il a fait son entrée au gouvernement, au transport, mais moi, je l'attendais beaucoup plus à ce niveau, parce que la question de Boulbiner, c'est un patrimoine. Je ne crois pas que ceux qui sont venus avaient pris le problème comme une priorité. Maintenant, on attend son pari sur ce terrain-là. Ça ne doit pas se limiter seulement à une simple visite de terrain. Il doit prendre de bonnes décisions. Maintenant, pour Keïra, on a entendu ce discours que la récréation est terminée. Ils vont faire face aux troubles à l'ordre public. Ils vont lutter contre la délinquance, etc. etc. Ce sont des pics quand même qui sont envoyés l'opposition qui le voit direction. Venir. Oui, il y a l'opposition, mais il y a surtout ce Kabele-là, à qui on dit qu'il a été peut-être très gentil avec les gens. Peut-être qu'il n'a pas eu beaucoup de résultats, même s'il a essayé de faire quelque chose. Je crois que Kabele à la sécurité, c'était un échec. Oui, je ne crois pas que ça a été totalement un échec. Si, c'était un échec. Je ne crois pas que ça a été totalement un échec. C'était un échec. Je ne crois pas. Pas du tout. Il était sous le coup de l'usure du pouvoir. Mais non, mais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Non. Vous pas tout en noir. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois pas. C'est mon point de vue. La formation. Je suis libre de l'exprimer. Il a beaucoup travaillé dans la formation. Il a beaucoup travaillé. D'ailleurs, il a poursuivi les réformes. Parce qu'il y a des réformes qui avaient été engagées. Il a poursuivi ces réformes. Je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que Kabele n'a rien laissé comme trace au ministère de la Sécurité. Je serais même tenté de dire qu'il est celui parmi tous ceux qui sont passés à ces départements, en tout cas avec Alpha Condé, celui qui a le plus posé d'actes concrets. À part, bien entendu, on peut penser tout ce qu'on peut penser, mais je crois lui, il a été beaucoup plus concret. Maintenant, celui qui est arrivé, je ne sais pas s'il est venu pour travailler ou alors quand il dit la récréation est terminée, de quelle récréation il faut l'attendre aux actes. Nous attendons vraiment qu'il pose ces actes-là, mais si c'est pour la répression, parce qu'il ne faut pas oublier, Keïra est le chantre du 3e mandat.
Il l'a dit à plusieurs reprises aux assemblées générales du RPG Arc-en-Ciel. Donc quand il dit la récréation est terminée, nous ne pouvons penser qu'à toute démarche qui contraindrait ou qui amènerait, n'est-ce pas, le département à aider le président à aller vers le 3e mandat. Merci Antoine, oui. Quand il parle de récréation, c'est forcément à l'opposition qui s'adresse. On a suivi la réplique de Fodé Oussou Fofana contre ces propos de ce nouveau ministre. Et Fodé Oussou, dans son discours, a rappelé aux ministres qu'ils ont le droit de manifester et que personne ne pourra les en empêcher. Et donc si le ministre estime que la récréation est terminée, c'est forcément dire qu'il va désormais mater ceux qui vont enfreindre à la loi peut-être, ou il va faire en sorte que les manifestations... Tu peux pas lire dans ses pensées, Antoine. Mais c'est sûr, vous voulez qu'on fasse quoi? Quand on parle de récréation, mais on va forcément tenter de lire dans ses pensées. Mais c'est ce qu'on attend de lui. Quand on parle de récréation, c'est ce qu'on attend de lui. C'est forcément lié aux manifestations de rue. Siffle la fin de la récréation en Guinée. Vous voyez ce qui se passe dans la circulation, il en a touché un mot. Oui. Moi j'aime les gens. Alpha Keïra vient en mission. Non, attendez quand même. Il faut pas vouloir tout peindre en noir. Mais il a de la volonté. Il a de la volonté par exemple de mettre fin à l'anarchie dans la circulation. Pourquoi vous vous lisez dans ses pensées aussi? Non mais ça aussi. Mais pourquoi vous lisez dans ses pensées? Vous pensez pas que ça c'est de la récréation? Vous lisez dans ses pensées aussi. Il y a de la récréation dans la circulation. Et également dans les manifestations. Oui, non, je ne sais pas. Principalement dans les manifestations. Ne m'amène pas sur ce terrain-là. Non, non. Ne m'amène pas sur ce terrain-là. C'est ce qui a poussé Fodé Oussou à réagir, parce que pour moi les pics c'était à l'endroit de l'opposition de l'UFDG. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il est allé trop vite en besogne. On est au courant de la divergence d'opinion entre lui et Cellou Dalein Diallo. Rappelez-vous de cette réplique de Alpha Ibrahima Keïra lorsqu'il disait qu'à l'époque, quand Cellou a voulu le remplacer par Aliou Condé au poste de ministre, je crois, de la décentralisation, il a voulu y mettre Ali Condé. Et à l'époque, Lansana Conté avait fait en sorte d'abroger Aliou Condé, Lansana Conté à l'époque avait abrogé ce décret-là pour maintenir Alpha Ibrahima Keïra. Donc il y a cette rancune-là c'est antécédent les deux hommes. Et j'estime que ça va se répercuter sur la gestion des affaires d'Alpha Ibrahima Keïra, qui à mon avis... Tu penses qu'il va se venger? Bon, pas se venger, mais qui, à mon avis, va faire en sorte d'avoir dans sa ligne de mire l'opposition. Et j'estime que ce sera un bras de fer qui est déjà engagé. Merci, et on Antoine. attend de voir les résultats sur le terrain. Merci, Antoine. Et du côté des TP, Dame Oumou Kamara qui a brillé par son absence. Oui, tout simplement. Oui, ça fait qu'on n'a pas vu de la presse. Les gens se sont interrogés pourquoi elle n'est pas venue quand même à cette cérémonie officielle. Elle est très frustrée, la dame. Pourquoi elle n'est pas venue? Non, pourquoi? Elle n'est pas là éternellement. Oui, non, je suis pas d'accord. Elle pense qu'elle avait des résultats. D'autant que récemment, la réception de la route, d'une partie de la route, les malades, non, qu'elle est malade. Attendez quand même, Kissidou de Gekedou, elle avait reçu toutes les éloges et à la fois de l'Union européenne, mais aussi du chef de l'État. Mais au-delà de ça, ce que vous ne connaissez pas peut-être et que vous n'avez pas signalé, c'est qu'il y a des promesses qu'elle a tenues, par exemple, qui n'ont pas encore vu. Quelles promesses? Il y a des travaux qui traînent. Attendez, s'il vous plaît. Elle s'est déplacée, elle est allée à Mangana pour dire que on a fait les études de faisabilité pour qu'on appelle l'installation du pont sur le fleuve Sangarani et que logiquement le président devrait agir rapidement par rapport à ça. Vous savez, après les manifestations qui ont suivi, ce sont les travaux du tronçon Somfonia Kagbelin qui traînent encore jusque là et jusqu'à présent ces travaux on n'en sait pratiquement pas grand chose par rapport à l'aboutissement. Il y a des ponts de franchissement aujourd'hui à l'intérieur du pays, vous le connaissez, le pont de Linsan qui est devenu un souci pour les usagers de la nationale numéro 1. Effectivement, depuis quelques jours maintenant, les gens passent pratiquement la moitié de la journée. Et je pense que ça devrait être le premier chantier auquel Moustapha Naïté devrait s'attaquer. Il devrait s'atteler parce que la plupart des ponts de franchissement qui ont été installés pour permettre aux populations dans les villages par exemple d'acheminer les productions agricoles vers les centres urbains. La plupart il y a presque qui me signale le vieux pont de Kansoya. Vous connaissez Kansoya? Non mais juste, on a fait récemment un reportage sur ça. C'est un vieux pont qui date de la période coloniale, qui a été réalisé en bois et finalement qui a complètement cédé. Ce sont les populations qui ont mis en place une commission de mobilisation
des recettes. Donc je pense que les gros défis il faut insister sur le cas du pont de Lissa. Hein. C'est devenu un gros souci. Nous, on était de retour récemment de la Guinée forestière. On a passé plus d'1 heure. Mais je vous dis, et quand vous voyez la queue dans les deux sens, du côté de Lissa et du côté de Marela, de Tamagali plutôt, mais c'est incroyable. Mais pourtant, la ministre des TP est passée sur cette route-là, sur ce pont-là, pour aller à Mangana. Elle a effectué des missions à l'intérieur du pays. Aussi facilement que tu le penses. Je pense que son bilan n'est pas assez élogieux de ce côté. Les ponts de franchissement, je pense que beaucoup aujourd'hui sont en désuétude. Et ce sont au-delà de cela, c'est une victime d'Ibrahima Khalil Kaba. Eh bien, je pense qu'il y a de nouveaux défis. Moustapha Naïté, on sait qu'il est ingénieur génie civil de formation. Il est dans son domaine. Il y a de gros défis. Il y a aussi au niveau du ministère aussi des TP, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de flou autour des passations au niveau de l'octroi des marchés. Des Guinéens, par exemple, qui ont mis en place des bureaux d'études, ont des difficultés à avoir certains marchés au profit des étrangers. Donc, à mon avis, il faut qu'il y ait une véritable transparence dans l'octroi des marchés, que les procédures de passation au niveau des marchés publics, par exemple, au niveau des travaux publics, soient respectées, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont dans les BTP, qui ont été complètement agenouillées par la faute de l'État guinéen, qui est un mauvais payeur. Des gens ont fait des investissements pour réaliser des routes ici, des routes qui ne sont pas achevées. Les financements ne sont pas arrivés en terme. Donc je pense que c'est tous ces problèmes-là, toutes ces questions qu'il faut que le ministre Moustapha Naïté, à mon avis, devra faire face. Merci. C'est une militante aussi. Donc si elle est partie, je pense que elle n'a qu'à partir. Elle n'est pas la seule Guinéenne. Il y a beaucoup de Guinéens, je pense bien, qui sont capables de faire comme elle. Bien, on en vient au cas de cet étudiant donc, qui a été victime d'un accident il y a peu sur la route Fidel Castro, hein, ici du côté de Sangoya. Et vous nous apprenez ce matin les Russes qui décident enfin de se bouger. Ils le font 3 semaines après. Rappelez-vous de ces dénonciation qu'on a faite à l'antenne par rapport au fait que les Russes, après avoir accidenté ce jeune, n'aient pas réagi tout de suite. Et donc c'est au bout de 3 semaines, les Russes se sont rendus hier dans la famille de la victime et ils ont contribué à hauteur de 5 millions de francs guinéens. Alors, après leur passage, on m'apprend qu'ils y sont partis avec un médecin russe qui devra voir comment faire en sorte que le bras du petit, qui je ne dirais pas est complètement endommagé, mais qui n'est pas en bon état, soit complètement rétabli. Rappelez-vous qu'à l'époque, le ministre Tibou s'est beaucoup investi pour que ce jeune recouvre sa santé. Il a contribué à hauteur de 14 millions de francs guinéens. Et bon, si aujourd'hui les Russes, au bout de 3 semaines, décident de réagir, j'estime que ce n'est pas de leur faute, mais c'est la faute à l'État guinéen. L'État, également la société civile guinéenne, qui sont complètement restés muets sur la question. On n'a pas manqué de dire ici que la police, dans son rapport qu'il a établi par rapport à cet accident, a été partial, parce que dans le rapport, il a été indiqué que le jeune n'a pas raison. Dans le rapport, il a été indiqué que la voiture des Russes n'a pas été le premier à percuter le jeune. Et que bien, finalement, quand il fait ces Russes, ils y sont allés avec le consul hier, dans la famille de ce jeune-là. Ils ont non seulement salué et ils ont dit qu'ils sont venus pour s'enquérir de l'état de santé du petit, et ils ont donné une modique somme de 5 millions de francs guinéens comme contribution, et ensuite ils disent qu'ils vont voir comment ils peuvent le prendre en charge. Mais j'estime que c'est le médecin après la mort. On ne peut pas, après un accident... Il n'est pas mort quand même, Antoine. Il n'est certes pas mort, mais attendez, vous imaginez la souffrance, la souffrance qu'il a endurée. D'un peu d'attention et de moyens pour se soigner. Cette famille a voulu porter plainte. Malheureusement, elle n'a pas les moyens de le faire. On a pensé que dans ce pays, il y avait des personnes qui étaient sensibles à une telle situation. La société civile, à qui on a lancé un appel, elle est seulement jetée coup d'œil à l'hôpital et elle s'est retirée par après. Personne n'a daigné soutenir ce jeune. Personne n'a daigné l'accompagner pour porter plainte contre les Russes. J'estime que c'est une fuite en avant. L'État guinéen est resté, n'a pas joué son rôle. Il a été irresponsable dans ce dossier-là. Merci Antoine. Voilà. Massacre du 28 septembre, Bassikou, une étape importante de franchir ce vendredi.
Effectivement, on parle d'une cérémonie officielle de l'installation, la mise en place des membres du comité de pilotage qui va permettre donc de créer les conditions pour la mise en place donc, du procès devant un procès au cours duquel on va statuer sur les massacres du 28 septembre 2009. Je précise qu'il y a eu beaucoup, d'inculpations. Les victimes sont dans l'attente de la tenue de ce procès. Je rappelle que le ministre Cheikh Sako, une fois chez les GG, avait annoncé qu'en octobre 2017, eh bien, la Guinée allait pouvoir réunir les conditions pour la tenue de ce procès. Et un pool de juges a été constitué. Il y a eu une commission rogatoire qui allait entendre le capitaine Moussa Dadis Camara. Il y a eu des inculpations. Lui-même, il a dit que l'instruction dans ce dossier-là était fermée. Donc, c'est qui ouvrait la voie, logiquement, à la tenue de ce procès. Mais jusque-là, on attend. Est-ce que le gouvernement guinéen, aujourd'hui que nous connaissons, a la capacité de réunir... Il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau Premier ministre, attendez quand même. Et c'est ce nouveau Premier ministre qui va présider la mise en place de ce comité. Mais il est attendu sur toutes ces questions, bénéfice du doute quand même. Non, attendez, est-ce que le gouvernement a la capacité de réunir les conditions matérielles, financières pour la tenue d'un procès juste et équitable en Guinée? Mais c'est une obligation. Non, attendez, s'il vous plaît. Mais non. Je me pose cette question parce que... Si elle n'était pas capable, la CPI s'en serait saisie. C'est clair. Parce que c'est une obligation régalienne. Vous avez vu plusieurs Fatou Bensouda s'était rendu ici. Je veux qu'on ouvre les yeux. Attendez, je veux qu'on ouvre les yeux. Je veux qu'on ouvre les yeux. Depuis combien de temps on est en train d'annoncer la tenue de ce procès en Guinée? Aujourd'hui, la plupart Fatou Bensouda en Guinée, c'était pour inquiéter Dadis Camara. La plupart des cours et tribunaux aujourd'hui, en tout cas de Conakry, les tribunaux de première instance, là où on tient les procès, ce sont des maisons de location. Cheikh Sako, depuis qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait dans ce sens aujourd'hui pour permettre à ce que la Guinée, qu'on appelle à Conakry, peut connaître des palais de justice. Deuxièmement, on a plusieurs fois insisté sur la délocalisation de la maison centrale de Conakry. Depuis que Cheikh Sako est venu, le projet de construction de la prison de Rekogia, jusqu'à présent, ça traîne. Qu'est-ce que M. Cheikh Sako a pu faire dans ce sens? Donc, ensuite, vous pensez qu'il ne méritait pas d'être reconduit? Les greffiers, vous le savez, ont annoncé une grève pour le 8 juin. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça? L'administration pénitentiaire ici, vous le savez très bien, elle est en grève. Elle est défaillante. Il y a des évasions à Conakry, à l'intérieur du pays. Aussi, il faut dénoncer cette surpopulation carcérale, les conditions de traitement dans nos prisons. Qu'est-ce que M. Sako a fait par rapport à tout ça? On ne fait pas le procès de M. Sako. Oui, mais je profite justement pour vous dire... Oui, du procès du 28 septembre. C'est Alpha Condé seul qui sait pourquoi il a reconduit le ministre Cheikh Sako, parce qu'à mon avis, sa gouvernance a été un échec au niveau du ministère de la Justice. Merci à vous, Basseko. Qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, moi... vous croyez finalement à la tenue d'un procès d'ici la fin de l'année? Bon, pas pour le moment. Au fait, je ne comprends pas. Je ne sais pas si l'installation de ce comité de pilotage était dans l'agenda du ministre. Je ne le savais pas. Mais si, parce que, écoutez, en 2017, il nous a dit d'ici la fin de l'année qu'on aurait un procès. Et il n'avait pas fait une communication sur la mise en place d'un comité de pilotage. Donc, si après l'échec de 2017, il revient pour parler de ce comité de pilotage, je me dis tout simplement qu'on est en train peut-être de... je ne sais pas moi, mais on n'est pas en train de suivre le dossier comme il le faut. C'est-à-dire, on va quand il y a un peu de silence, quand les ONG de défense des droits de l'homme ou alors les victimes parlent un peu, on dit, bon, voilà ce qu'on est en train de faire. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. Ce sont des étapes importantes. Oui, les étapes dans importantes, le processus vers le procès. Les étapes importantes, oui, mais... Il ne faut pas cracher sur cela. Moi, je suis en train de dire si c'était prévu. Mais en 2017, nous l'aurions su. Il allait faire une communication sur ça. Peut-être, au lieu de nous dire qu'on aurait eu un procès d'ici la fin de l'année, il pouvait nous dire tout simplement qu'on aurait la mise en place de ce comité de pilotage. Mais il n'en a jamais parlé. De toutes les parce façons, que le procès ne s'est pas tenu en 2017. Il faut tout de même se féliciter quand même pour parler de ça. Bon, le comité va être mis en place. Ne vous félicitez pas tout de suite. Comment il va travailler? Avec quels moyens? Quel est son objectif? Et avec quel temps on va lui donner pour que nous allions, n'est-ce pas, à ce procès? Parce qu'il faut remplir toutes les conditions, il faut mettre tout en œuvre pour aller au procès. Mais encore une fois, il faut que nous ayons, si vous voulez, des moyens pour y aller. Bien, la suite.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.